Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Vous écoutez le labo des savoirs, bienvenue à vous. Qui est à l'origine de l'autre ? L'œuf ou la poule ? Si je dis que je mens tout le temps, suis-je vraiment un menteur ? Doit-on tolérer les intolérants et intolérantes au risque de voir disparaître la tolérance ? Vous avez probablement déjà entendu l'un de ces paradoxes. Association des mots para et doxa, ce qui donne contre l'opinion générale, le paradoxe est une idée qui paraît contre-intuitive, absurde, voire provocante. Et pourtant, ces derniers sont inévitables en science. L'esprit rationnel présente-t-il des failles ? À défaut d'affaiblir la démarche scientifique, les paradoxes nous permettent de mettre en lumière des biais de raisonnement ou de percer des liens cachés. L'idée serait donc d'amener un nouvel ère à des champs de recherche. Quels paradoxes sont-ils les plus étonnants ? Quelle place et quel intérêt présentent les paradoxes pour les scientifiques ? La science n'est-elle finalement pas elle-même une activité bien paradoxale ? C'est l'ensemble de ces questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos chroniqueuses et chroniqueurs qui ont aussi quelques zones de mystère. J'ai nommé Dounia 16, Sophie Potvin, Agathe Petit, Maxime Labatte et Florence Brémond. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Une émission préparée et animée par Jérémy Frexas. Mais qu'est-ce donc un paradoxe ? Le dictionnaire de l'Académie française nous indique qu'un paradoxe est, je cite, une proposition qui, énonçant son propre contraire, paraît à la fois vraie et fausse. Ou raisonnement dont la conclusion contredit les prémices ou qui engendre deux conclusions contradictoires. De façon plus générale, je cite toujours, il s'agit d'une proposition contraire à l'opinion commune ou à la vraisemblance. Il peut être intéressant d'examiner quelques exemples afin de comprendre ce qu'ils ont apporté à la science. Les premiers paradoxes conservés par l'histoire sont ceux de Zélon d'Élée, qui voulait montrer l'absurdité du mouvement. Alors ne vous inquiétez pas, on va y venir. Alors face à cette quête, il y a plusieurs façons de réagir. Petit A, what the fuck ? C'est en quelque sorte ce que la légende relate de Diogène le cynique. Sa contribution à ce débat aurait été de se lever et de marcher. On le reconnaît bien là quand même, Diogène. Il ne nous déçoit jamais, ouais. Ce bon vieux Diogène. Petit B, vous vous dites qu'à ce moment-là, cette chanson serait bien moins gênante. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant, je fais de tout petits ronds, je fais le boogie boogie, je fais le tour de mon Je crois qu'on n'avait encore jamais diffusé cet extrait musical, donc le coup de vieux. ça nous manquait. Il y a une bonne raison à cela. C'est des oreilles qui saignent. Petit C, vous vous demandez, mais diable, quel est le contexte de cette dispute ? Car Zélon ne remet pas en cause le fait que nous puissions percevoir le mouvement des choses, mais pour lui, il ne s'agit que d'un artefact sensoriel. Il n'y a pas de réalité tangible associée à ce phénomène. Alors attention, le moment qui va suivre va demander toute votre concentration. Pour accuser cette idée, Zélon tente d'arriver à des absurdités en se plaçant dans la peau d'un continuiste ou d'un atomiste. Ces deux courants de pensée sont les deux principaux qui s'opposent dans leur conception du monde antique. Les continuistes considèrent que le temps et l'espace sont divisibles à l'infini. Les atomistes posent au contraire l'existence d'entités de base dont l'espace, le temps et la matière seraient la somme. Alors pour bien comprendre cette nuance, imaginons que nous nous lancions dans une construction en Lego. Alors, la taille des Lego que nous avons à disposition va avoir une influence sur la forme et la finesse des assemblages que nous allons pouvoir faire. Pour les continuistes, il existe des briques de toutes les tailles. On peut diviser l'espace et le temps à l'infini. Alors que pour les atomistes, on ne pourra pas descendre en dessous d'une certaine taille. À partir d'un moment, il n'existe pas de briques plus petites. Alors les paradoxes obtenus par la vision continuiste vont arriver à une situation où l'on vient à ajouter une infinité de quantités, ce qui paraît être une aberration. Vous les connaissez probablement comme le paradoxe de la dichotomie. Imaginez-vous à une douzaine de mètres d'un arbre. Vous lancez une pierre en direction de cet arbre. Il lui faut un certain temps pour parcourir les 6 premiers mètres, donc la moitié du trajet. Puis il lui faudra encore du temps pour parcourir les 3 mètres qui représentent la moitié du chemin qui lui reste. Puis il lui faudra encore un temps non nul pour parcourir 1,5 mètre, puis 0,75 mètres, et ainsi de suite à l'infini. Zélon construit alors une suite infinie de temps non nuls. Il en déduit alors qu'il faut un temps infini pour arriver à l'arbre. Et là, paradoxe, car vous savez bien que dans le vrai monde, la pierre finira par toucher l'arbre. Sauf si t'as mal visé. Imaginons que vous sachiez viser. Est-ce que vous auriez une idée de comment résoudre ce paradoxe ? En se tapant la tête contre le tronc pour vérifier que nos sens ne trompent pas. Ça pourrait être une façon, ouais.
Non, là, j'ai pas d'idée. La suite, c'est imparable. Il reste toujours un petit temps qui reste. C'est ça en fait la difficulté, c'est de se dire est-ce que finalement en additionnant des choses qui sont toujours positives, on arrive à la fin à quelque chose qui peut être autre que l'infini. Et c'est ce que finalement nous pose de manière sous-jacente un petit peu Zélon. Alors voici une proposition qui est très perfectible. Alors allons dans le vrai monde, lançons la pierre contre l'arbre en essayant de viser et mesurant le temps qu'il aura fallu pour arriver à l'impact. Voilà. Et retournons ensuite dans notre esprit pour relancer l'expérience. Alors, on va recréer cette suite de nombres qui correspond au temps associé à chacune des étapes. Donc, la moitié du chemin, la moitié de ce qui reste, la moitié de ce qui reste, etc. Mais cette fois-ci, divisé par le temps total. Donc, c'est-à-dire que chacun des termes va correspondre à un rapport de temps entre le temps qu'il aura fallu pour faire l'étape et le temps total. Donc, si on fait l'hypothèse que la vitesse de la pierre est à peu près constante, ce qui n'est pas trop incohérent pour une telle distance, le premier terme sera alors un demi, le suivant un quart, etc. Vous me suivez ? On y est, on y est. Or, cette somme, un demi plus un quart plus un huitième plus etc. donne 1. Alors, imaginez maintenant, pour vous en convaincre, un carré dans votre tête. D'accord ? Donc, on va tracer la diagonale. Les deux triangles obtenus ont chacun pour surface la moitié du carré. Oui. On va en mettre un de côté et on va rediviser l'autre en deux avec un nouveau trait. Donc, les deux triangles obtenus ont chacun pour surface la moitié de la moitié du carré, soit un quart. Oui. On en garde un, on divise l'autre en deux par un nouveau trait. Et donc, les deux triangles ont pour chacun la moitié de la moitié de la moitié du carré, soit un huitième, etc. On peut comme ça diviser le carré en une infinité de triangles, et pourtant la somme fait bien 1, l'aire du carré. Donc c'est là la clé. Une somme infinie de termes non nuls ne donne pas forcément un résultat infini. Ici, nous avons une suite géométrique de raison 1/2, donc la somme associée est convergente. En gros, avec une infinité de Lego, on n'est pas obligé d'arriver à un objet aux dimensions infinies. Ce concept de somme infinie, qui converge vers une limite finie, est la clé d'autres paradoxes comme celui d'Achille et la tortue. Vous connaissez peut-être, c'est la course entre Achille et une tortue. Et dans ce paradoxe, en fait, Achille n'arrive jamais à rattraper la tortue. Un dernier paradoxe de Zélon pour la route ? Allez, un petit dernier. Quel enthousiasme! Alors celui-ci, et cette fois-ci... Ah, mais le premier Un nous a dernier, on essoré le cerveau. Attends. un dernier, on arrête. Alors celui-ci est à destination, cette fois-ci, des atomistes. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Ouais. Les traîtres. Alors, les atomistes, voici pour vous le paradoxe de la flèche. Faisons l'hypothèse que l'espace et le temps soient composés d'unités indivisibles delta x et delta t. Alors, ces deux quantités représentent les tailles des briques les plus petites parmi celles à disposition pour construire l'espace et le temps. D'accord ? Aristote nous rapporte ainsi le paradoxe de la flèche. Si un objet quelconque est au repos, lorsqu'il n'est pas déplacé du lieu qui est égal à ses propres dimensions, et si d'autre part cet objet qui se meut est sans cesse dans le lieu qu'il occupe présentement, la flèche qui se déplace est immobile. Petite traduction pour ceux qui n'ont rien compris, Merci. comme moi, Merci. à ce que je viens de dire. Si un objet est en mouvement, alors il est tout le temps. Or, le temps est constitué d'éléments séparés ici par delta t. Donc l'objet est forcément en repos entre deux temps successifs. Alors, là encore, traduction à la traduction. Que nous dit Zélon ici ? Comme le temps est considéré de briques de longueur minimale delta t, que se passe-t-il lorsque l'on considère un temps qui sera associé à une demi-brique ? Donc vu que le temps avance par brique complète, donc brique complète par brique complète, le mouvement doit aussi être rythmé par ces briques. Or, la flèche, elle, avance tout le temps. Donc si on considère que la flèche n'avance pas durant le temps d'une demi-brique, elle ne peut pas avancer tout court, puisque dans un mouvement, il n'y a pas de phase de repos. Donc s'il y a un repos, c'est qu'il n'y a pas de mouvement. Alors, à quel moment il décrit Paradoxe. À quel moment il décrit ça ? Dans l'Antiquité, quoi, dans l'Antiquité grecque, parce qu'il décrit le cinéma, en fait. Il décrit des images fixes qui, les unes après les autres, finalement, créent une illusion de mouvement, mais qui sont plein d'états au repos, d'images fixes. Bah exactement. Lui, en fait, donc ces paradoxes, ils ont été énoncés au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, le problème dans ce paradoxe, c'est que finalement, il explique... En fait, il n'utilise pas l'hypothèse atomiste jusqu'au bout. C'est-à-dire que le mouvement reste continu dans son raisonnement. Pour lui, le temps est découpé, mais le mouvement, il est obligé d'être continu. Alors que finalement, si on a une conception atomiste jusqu'au bout, on peut aussi envisager que le mouvement est découpé. D'accord ? Et on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Alors, il n'y a pas que Zélon délai qui a mis en doute nos sens. Dounia 16, vous avez aussi un paradoxe à partager qui rend nos yeux fous. Tout cela n'est rien comparé à ce que je vois dans ma tête.
Cette phrase sort de l'esprit de Moritz Cornelis Escher. Il fait peut-être partie de ces artistes qui, a priori, ne vous disent rien, mais dont vous avez forcément déjà vu le travail. Perspectives impossibles dans Inception de Nolan, dans le jeu mobile Monument Valley de US2, Escher a laissé son empreinte dans notre imaginaire. Sa curiosité pour les symétries, les perspectives et transformations s'est muée en fascination lorsqu'il a visité le palais de l'Alhambra à 2 reprises en 1922 et 1936. Il en devint un maître du paradoxe visuel. Avant même ses plus connues représentations mathématiques, Puddle, une xylographie réalisée en 1952, nous emmenait à la fois sur Terre et au ciel. Cette mare de boue pleine de traces de pas à double sens nous offre en même temps une fenêtre vers les arbres et la lune, le tout sur un seul plan. 1 an plus tard, c'est Relativity, une œuvre où la gravité n'a plus de sens. 3 points de gravité, des escaliers qui montent vers le bas et une perspective perturbée. Cette œuvre fut un des sujets de la série Stendhal Syndrome du vidéaste Alt 236 que je vous conseille bien sûr. Quant à Montée et Descente, œuvre parue en 1960, elle aborde ces mêmes paradoxes visuels, avec un escalier de Penrose et des personnages en perpétuelle montée ou en perpétuelle descente, celui-là même qu'on retrouve dans Inception. Les visions paradoxales ne quittent plus Escher, avec la création de Waterfall en 1961. La vie tranquille d'une femme étendant son linge n'étant absolument pas perturbée par la présence d'une cascade étrange, avec de l'eau qui s'écoule et se jette sur le même plan. Escher fut fasciné par la représentation des objets mathématiques, poussant leur projection dans notre monde aux limites de l'appréhension. Perspectives égarées, paradoxes infinis, sans même parler des transformations symétriques, je ne peux que vous conseiller de vous perdre dans ces chefs-d'œuvre. Car tout cela n'est rien comparé à ce que je vois dans ma tête. Le son des sciences au Labo des Savoirs. Alors, pour continuer à bien vous torturer le cerveau, je vous propose un quiz. Encore. Saurez-vous déjouer les pièges de ces paradoxes? Jouons à un jeu. On me propose de partager 100 € entre vous et moi. Si vous acceptez le partage, alors chacun et chacune repart avec les sommes convenues. Sinon, nous repartons les mains vides, comme dirait Laurence Boccolini. Voici ma proposition. Je prends 99 € et je vous donne 1 €. Vous acceptez? Alors si j'accepte pas, du coup je repars sans rien. C'est ça. Mm. Donc oui. Je m'attendais pas à cette réponse parce que je m'attendais à ce que vous disiez non. Voilà. Bah non, moi je m'en fous de ton euro, vas-y, garde tout, mais bon. Alors, Moi je suis toujours à 1 € près. Je pense à la baguette de pain. Il y a une contradiction ici entre la logique purement mathématique, puisque si vous refusez cet euro, en fait, vous n'aurez rien. Donc vous refusez 1 € pour finalement ne rien avoir. Et le fait d'avoir peut-être un sentiment d'injustice, puisque en acceptant 1 €, vous acceptez aussi le fait que moi j'en ai 99. Ce qui peut-être, autour de la table, ne réjouit pas tout le monde. Alors cet exemple est tiré d'une série de vidéos au sujet de la démocratie sur la chaîne Science for All. Alors deuxième petit jeu. Je vais vous relater une légende rapportée par Plutarque. Il me l'a raconté il y a quelques jours, donc la voici. Le navire à 30 rames sur lequel Thésée s'était embarqué avec les jeunes enfants et qui le ramena heureusement à Athènes fut conservé par les Athéniens jusqu'au temps de Démétrius de Phalère. Ils en notaient les pièces de bois à mesure qu'elles vieillissaient et ils les remplaçaient par des pièces neuves, solidement enchâssées. Aussi, les philosophes, dans leur dispute sur la nature des choses qui s'augmentent, citent ce navire comme un exemple de doute. Et soutiennent-ils, les uns, qu'il reste le même, les autres, qu'il ne reste pas le même. Donc il faut comprendre ici, ce navire a été conservé par les Athéniens et Athéniennes moyennant de nombreuses réparations. Et notamment, au bout d'un moment, il arriva le moment critique où toutes les planches d'origine avaient été remplacées. Est-ce toujours le bateau de Thésée alors? Là où c'est abyssal comme question, c'est que c'est exactement ce qui se passe avec notre corps.
Et du coup, est-ce que nous sommes toujours nous-mêmes, étant donné que toute la matière de notre corps a été remplacée au fur et à mesure de notre existence? Et c'est une question d'une profondeur absolument Ouais. abyssale. En effet, ça pose la question de l'identité et je pense qu'on n'aura pas du tout le temps d'une émission pour y répondre de manière nuancée. Il y a une autre question qui est un peu un corollaire à ce problème. Imaginons, on prend les planches originelles du bateau de Thésée, on démonte le bateau et on en construit un autre avec exactement les mêmes planches. Est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée? On démonte le bateau de Thésée et on fait un cheval de Troie avec. Est-ce que c'est le bateau de... C'est une bonne question. Non, parce que le cheval ne flotte pas. Voilà. Eh ben voilà. Alors, troisième problème, paradoxe que je vous pose. Donc, cette fois-ci, c'est tiré d'un quotidien de l'Ouest qui titrait le 14 mars 2017 « Les jeunes passent de plus en plus de temps sur Internet ». Alors, s'en suivait une belle série de statistiques et d'interrogations sur le virtuel. Alors, question pour vous. Faut-il restreindre l'accès à Internet aux ados? Évidemment, mais où est le problème paradoxal là? Oui. Où est le problème paradoxal? En fait, moi, ma réponse est je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est pas parce que j'aime bien Internet, mais parce qu'en fait, cette étude ne fait que mesurer le phénomène chez les jeunes. Or, si l'ensemble de la population passe de plus en plus de temps sur Internet, on a affaire non pas à un phénomène qui concerne les jeunes, mais bien tout le monde. Mais là, c'est pas un paradoxe. C'est pas un paradoxe. C'est pas un paradoxe, c'est une fake news. Si, en fait. C'est juste du mauvais travail journalistique. Alors, vous pourrez rapporter ça à ce fameux quotidien de l'Ouest de la France. Alors, cela, en fait, illustre ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson. Donc, c'est-à-dire que en fonction de comment on définit son échantillon, on peut induire des erreurs sur les conclusions dont on en tire. Donc, si vous faites une étude exclusivement sur les jeunes, comment être sûr que cette pratique ne concerne que les jeunes? Vous voyez le problème? Tout à fait. Et donc, vous trouvez plein de ressources sur ce fameux paradoxe en fouillant les internets. Donc, les paradoxes ne sont pas réservés aux problèmes de terriens. Loin de là, nos amis les aliens ont aussi des petits problèmes de raisonnement. Alors, je crois que nous sommes maintenant en duplex avec Sophie Potvin qui est partie enquêter. Bonjour à toute l'équipe du labo. Alors moi, je vais vous parler du paradoxe de Fermi. Bon, si vous savez pas ce que c'est, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Alors déjà, un petit retour dans le temps. Notre galaxie, la Dame Voie lactée, est âgée de 13 milliards d'années. C'est plus jeune que l'univers, mais bon, on n'est pas à 1 milliard près. Notre belle planète Terre a vu éclore la vie dans ses océans il y a 3,5 milliards d'années. Si on reprend la métaphore classique de l'horloge, avec la formation de la Terre vers minuit, la vie apparaîtrait à 2 heures du matin. La Pangée, le supercontinent qui précède la formation du planisphère tel qu'on connaît avec l'Afrique, l'Europe, etc., la Pangée, elle, prendrait forme à 11 heures du soir, soit 20 heures après le début de la vie. Et l'homme apparaîtrait dans les 30 secondes avant minuit du jour suivant. On est bien peu de choses. Bref, il y a eu plein de formes de vie sur Terre avant la nôtre. Et si on est pour l'instant la seule à avoir atteint ce niveau de technologie, et cette obstination à détruire notre propre habitat, il en va sûrement différemment dans les autres planètes de notre galaxie. Sommes-nous vraiment si seuls, comme nous aimerions le croire? Combien de civilisations intelligentes sont nées, ont vécu et sont mortes depuis l'apparition de l'univers? Combien de peuples extraterrestres vivent actuellement en même temps que nous, à quelques années-lumière de là? Nous savons déjà voyager dans l'espace par le biais de satellites et de robots. Qui nous dit que d'autres n'ont pas eu la même idée avant nous? Toutes ces questions nous amènent au paradoxe de Fermi. Enrico Fermi, physicien italien, s'est posé toutes ces questions sur la vie extraterrestre en 1950. Oui, c'est avant Internet. Le paradoxe auquel il est parvenu pourrait s'énoncer ainsi. S'il y a bien des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous et nous avoir rendu visite. Mais où sont-ils donc? Pourquoi on n'a toujours pas de selfie officiel avec une autre forme de vie? Alors pour ceux qui doutent encore de l'existence de nos amis extraterrestres, faisons un peu de probabilité. On a déjà vu en introduction de cette chronique que le développement de la vie se fait depuis suffisamment longtemps, rien que sur notre planète, pour se dire que les exoplanètes vivables dans notre galaxie ont elles aussi eu tout le temps nécessaire pour faire des expérimentations de formes de vie viables. Un mathématicien a eu l'idée de créer une équation pour calculer le nombre de civilisations extraterrestres avec lesquelles nous pourrions rentrer en contact. Cette équation de Drake, c'est son petit nom, ne peut donner aucun résultat parce que les variables sont incalculables à ce jour. Mais la formule garde son intérêt, parce qu'elle permet de visualiser tous les éléments en faveur de la probabilité d'existence d'une forme de vie extraterrestre. L'équation prend donc en compte 7 choses. Alors, ça a l'air compliqué, mais tenez-vous bien, ça va être finalement pas si compliqué que ça. Donc, 7 choses, le nombre d'étoiles en formation dans notre galaxie, c'est la première. Le nombre d'étoiles avec des planètes qui tournent autour, le nombre de ces planètes qui sont vivables, les planètes avec effectivement de la vie dessus,
le nombre de vies potentiellement intelligentes, le nombre de ces civilisations intelligentes qui sont en capacité de communiquer avec nous, et enfin l'espérance de vie moyenne de ces civilisations. Toutes ces probabilités bout à bout donnent une équation, et si on fait des simulations, la probabilité finale de l'équation varie de 0, donc 0 chance de forme de vie extraterrestre, à plusieurs milliers. Alors, je vous rappelle que là, on parle que de notre galaxie. Il en existe certainement des milliards dans l'univers. Donc ça donne un peu le tournis. Mais si on résume, la Voie lactée, ça fait plusieurs milliers de civilisations extraterrestres qui sont potentiellement en capacité de communiquer avec nous. Si on se rappelle du paradoxe de Fermi, où sont-ils ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore reçu de coup de fil ? Déjà, on peut se demander ce que les extraterrestres iraient faire dans notre système solaire à nous, avec notre soleil. Parce que le tourisme, ça va bien 5 minutes, mais pas sûr que les plages polluées et les icebergs qui fondent soient très sexy sur une carte postale. Pendant mes recherches, je suis tombée sur le site de Olivier Esslinger, qui est doctorant en astrophysique et qui a abandonné la recherche au profit de la vulgarisation scientifique. Ça tombe bien, on est au Labo des Savoirs et la vulgarisation scientifique, on adore ça. Sur son site www.astronome.com, il explique pourquoi une civilisation extraterrestre finira inévitablement par chercher à se répandre au-delà de sa planète d'origine. Il évoque au moins 3 raisons naturelles qui justifient l'expansion: l'exploration, la colonisation et la survie. Alors, il explique ça beaucoup mieux que moi, donc je vais vous lire le paragraphe de son blog qui résume ces 3 raisons. L'exploration serait un premier pas, une mission vers d'autres étoiles, motivée soit par la curiosité intellectuelle, soit pour des raisons de prestige. La colonisation suivrait pour des raisons économiques, politiques ou religieuses. La 3e raison, la plus implacable, est la survie, car la vie d'une étoile est limitée dans le temps. Par exemple, dans 5 milliards d'années, le Soleil, notre Soleil, cessera d'être l'étoile stable que nous connaissons aujourd'hui. Il se transformera en une géante rouge qui engloutira la Terre. Dans ces conditions, tôt ou tard, le voyage interplanétaire, puis interstellaire, s'avérera indispensable pour la survie de l'humanité. Toute civilisation extraterrestre sera un jour ou l'autre confrontée au même problème. Donc si on résume, 1. La vie a eu tout le temps nécessaire pour se développer depuis le Big Bang. 2. La probabilité qu'une civilisation intelligente ait vu le jour autre part que chez nous n'est pas négligeable. 3. Une telle civilisation viendrait irrémédiablement à explorer hors de sa planète, multipliant ainsi les chances de tomber sur nous, les terriens. Rappel encore une fois du paradoxe de Fermi, pourquoi on n'a toujours pas vu le début du commencement d'une tentacule extraterrestre chez nous ? Il y a plusieurs solutions à cette absence totale d'extraterrestres. Premièrement, il n'existe pas. L'équation de Drake ne fonctionne pas, le problème est résolu, point final. Mais c'est un peu court, jeune homme. Deuxièmement, ils existent et ils sont déjà chez nous. On ne les a juste pas trouvés, ils sont trop bien cachés. Troisièmement, ils existent mais ils ne peuvent pas venir chez nous. C'est trop loin, la technologie n'est pas encore ultra bien développée, ils ont plus d'essence dans leurs fusées, avec la hausse des taxes sur le carburant, etc. À la fin des mois c'est galère, bref, c'est pas possible. Quatrièmement, et c'est le plus intéressant, ils existent et ils ne veulent pas venir chez nous. Ils ne veulent pas rentrer en contact avec des humains. Pourquoi ? Si une civilisation extraterrestre intelligente existe et serait en mesure de rentrer en contact avec nous, pourquoi ils ne le feraient pas ? Alors une première piste, ce serait pour notre propre survie. Rien que sur la Terre, à chaque fois qu'une civilisation plus avancée technologiquement a rencontré une autre civilisation, elle a fini par la faire disparaître. Deuxième hypothèse, ils ne veulent pas nous influencer et on est des sortes de rats de laboratoire sous observation. Nous n'avons toujours pas réussi à trouver d'équilibre au sein de notre propre planète. Nous détruisons notre environnement et l'espèce humaine, soit notre propre espèce, avec. Est-ce vraiment rentable pour une civilisation extraterrestre, plus développée que nous, qui a certainement déjà résolu ce problème dans son passé, de rentrer en contact avec une forme de vie qui crée sa propre extinction ? Peut-être devons-nous passer ce cap avant d'espérer pouvoir communiquer avec une intelligence venue de l'espace. En attendant, si les aliens vous manquent, vous pouvez toujours lire ou regarder de la science-fiction. Bien souvent dans ces cas-là, ils n'ont pas attendu Fermi pour venir nous voir. Vous cherchez la science ? Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Vous avez reconnu Green Day, Walking Contradictions, thème tout trouvé pour notre émission du jour. Les paradoxes sont-ils là uniquement pour nous divertir ou visent-ils un objectif plus haut ? Revenons au paradoxe de Zélon et à cette histoire un peu tordue de flèches. Alors pour rappel, Zélon faisait l'hypothèse que le temps et l'espace étaient composés d'éléments indivisibles et arrivait à un paradoxe en considérant le mouvement comme continu. Alors pour celles qui ont fait un peu de physique, pour celles et ceux qui ont fait un peu de physique, ce paradoxe peut être déroutant. Car lorsque l'on tente de formaliser un peu des raisonnements, on va considérer des instants ou des mouvements élémentaires. Ce concept n'est pas si éloigné que ça des atomes de temps ou de distance. Mais les physiciennes et physiciens ont défini un nouveau concept depuis, celui de vitesse instantanée. Alors pour votre voiture par exemple, cela correspondrait à la position de l'aiguille du compteur de vitesse à chaque instant.
Donc cette quantité est à distinguer de la vitesse moyenne qui est associée à un intervalle de temps beaucoup plus long. Donc imaginez que vous circulez sur une petite route départementale bien arborée. Alors je prends une photo en étant sur le bas-côté. En regardant le cliché, il est possible de voir votre position. Vous êtes passé juste devant ce peuplier. Mais quelle est votre vitesse? Impossible de le savoir car sur la photo, vous êtes figé. Alors maintenant, imaginons que je mette le mode rafale. En regardant la série de photos, je peux avoir une idée de la vitesse si jamais je connais la distance entre les 3 peupliers que vous dépassez et le temps entre chacune des photos. Mais est-ce que je peux définir un genre de position? Non, puisque vous bougez. Donc les plus avertis auront reconnu le principe d'incertitude d'Heisenberg, propriété issue de la physique quantique qui affirme qu'on ne peut pas connaître précisément la vitesse et la position d'une particule. Et c'est bien une question théorique et non expérimentale. Est-ce que tout est lié? Oui. Est-ce un complot? Je ne crois pas. Donc le paradoxe de Zélon, qui paraissait bien abstrait, a donné son nom à un phénomène encore plus abstrait en phénomène quantique. Donc il y a un effet Zélon quantique. Donc on ne rentrera pas trop dans le sujet, mais de façon plus ou moins simple, si l'on prend des mesures très rapprochées d'un même phénomène, celui-ci restera identique à lui-même et entre guillemets, on arrivera à ralentir sa dynamique. Alors pour éviter de dire de bêtises, j'en dirai pas plus et je vous propose de revenir au sujet initial. Voilà. Il est plutôt marrant de constater que des paradoxes énoncés par un gars vivant 5 siècles avant Jésus-Christ ont pu inspirer l'interprétation d'un phénomène constaté aujourd'hui en physique de l'infiniment petit. Alors ces paradoxes provoquent chez les scientifiques des échanges, des débats, des petits coups de stress car ils remettent en question certaines visions du monde. Or, se poser des questions sur le sens des mots, confronter des conceptions du monde, remettre en cause les méthodes, c'est à peu près faire de la philosophie. Quelle est la nature de la réalité? D'où tout cela vient-il? L'univers a-t-il besoin d'un créateur? Traditionnellement, ce sont des questions pour la philosophie. Mais la philosophie est morte. La philosophie n'a pas suivi les développements modernes des sciences, en particulier en physique. Les scientifiques sont devenus ceux qui portent le flambeau de la découverte dans notre quête de connaissances. Ces quelques lignes sont extraites de Y a-t-il un architecte dans l'univers? Livre de vulgarisation de Stephen Hawking, astrophysicien et spécialiste des questions liées à l'univers, et sont lus par Thibaut Giraud, alias Monsieur Phi, sur les internets. Dans cette vidéo sur le combat science versus philosophie, Monsieur Phi nous explique le lien qui unit science et philosophie. En gros, science et philosophie partagent le même objectif, formuler des réponses rationnelles, rationnellement justifiées, à toutes sortes de questions sur le monde. Et la philosophie n'a pas de limite quant à son objet ou sa méthode, donc elle peut y aller la première, en éclaireuse. Elle peut s'aventurer là où il n'y a pas encore de méthode établie pour justifier rationnellement ses réponses, ni même sur la façon de poser les questions. Du coup, forcément, en philosophie, il y a beaucoup de tâtonnements, de débats, d'arguments opposés dans un sens et un autre, et peu, voire pas du tout de consensus. Par ailleurs, il arrive parfois sur un certain champ, pour un certain type de question, qu'une méthodologie particulièrement efficace finisse par s'établir comme un consensus. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde s'accorde à considérer que cette méthodologie produit des justifications rationnelles suffisantes quand il s'agit d'étudier des questions relatives à ce champ. Dès lors, l'étude de ce champ selon cette méthodologie, on appellera ça de la science plutôt que de la philosophie. En gros, la science, c'est quand on s'entend sur une méthode qui marche. Et ça fait qu'on arrive beaucoup plus souvent à un consensus. Alors pour illustrer ce concept, Monsieur Phi donne l'exemple de la philosophie naturelle, qui était l'ancêtre de la physique, et qui a donné lieu à la physique, lorsqu'on a mis un peu de formalisme mathématique et qu'on a défini des lois générales, notamment à travers les lois de Newton et de Galilée. Donc si finalement une science est issue d'une réflexion philosophique mature, a-t-on encore besoin de cette philosophie? Quand je me pose une question, j'ai envie qu'il y ait une science qui soit en mesure d'y répondre, ou au moins de l'étudier. Au fond, j'aimerais que la philosophie soit morte. Mais ce n'est pas sous-estimer la portée des sciences que de dire qu'aujourd'hui, nous en sommes loin. Et je veux pas dire par là que c'est parce que les sciences ne répondent pas à toutes les questions qu'on leur pose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des questions qui ne se posent à aucune science, et beaucoup de ces questions sont très importantes. Prenons un seul exemple. Élever des animaux pour les manger est-il moralement justifié? C'est une question importante et je ne vois pas ce qu'un physicien, même s'il avait la bonne théorie du tout sous la main, pourrait nous dire de pertinent à ce sujet. D'autres sciences comme la biologie et les sciences cognitives nous apportent des informations précieuses pour y réfléchir, mais cela non plus ne suffit pas pour justifier une réponse à cette question morale. Cette question n'est pas du domaine de ces sciences, ni d'aucune autre. Les questions morales restent ainsi dans ce résidu de questions qui constitue par défaut le champ propre et forcément un peu bordélique de la philosophie. Alors les questions morales ne sont pas les seules à rester dans le domaine de la philosophie. L'épistémologie ou la philosophie des sciences s'intéresse aussi à l'objet d'étude des sciences. Ainsi, Hawking affirme dans son ouvrage que la question, je cite, « Comment pouvons-nous comprendre le monde où nous nous trouvons ?» peut être résolue à l'aide de récents développements de la physique. Mais cela paraît un peu audacieux. Des réactions autour de la table, peut-être avez-vous des situations en tête où la philosophie a fait progresser la science? Depuis le début, non? Il me semble que les premiers scientifiques, en tout cas, étaient des philosophes ou assimilés à des philosophes.
Ouais, mais c'est parce qu'on n'avait pas inventé le mot de science, c'est tout. Après, Oui. les mots, la nomenklature du truc, ouais, c'est bien de se poser des questions. C'est clair que les autres n'avaient pas tellement de réponses, donc ils n'utilisaient pas de méthodologie scientifique. La science, ça apparaît que bien après. Ça apparaît à la Renaissance et tout ça, vraiment. Mais les moments où la philosophie a fait avancer la physique, moi, je pense surtout je vais parler des mathématiques plus tard, à la grande crise de la logique avec Russell et Wittgenstein au début du XXe siècle, Poincaré, tout ça, et qui a fait des avancements très très profonds dans notre manière de comprendre le soubassement vraiment de ce qui fait que les sciences peuvent être vraies, et qui touchait au point de la logique. Et les logiciens sont quelque part entre la philosophie et les mathématiques. Donc cette partie un peu oubliée, qui est très technique de la philosophie, je pense qu'elle fait partie des grandes avancées du XXe siècle en sciences. Mais c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant de concevoir un peu les philosophes comme des mécaniciens et des mécaniciennes des sciences, en fait, qui essayent un peu de comprendre comment les engrenages sont reliés les uns aux autres et qu'est-ce qui permet de faire un bon mécanisme qui, à la fin, produit quelque chose de scientifique, en fait. Non, et puis surtout, elle nous empêche de tomber dans le scientisme total et de croire que tout peut être prouvé de manière expérimentale et découpé. Voilà, mesurer, quantifier. Ouais, il y a énormément de choses. Et surtout, c'est important de le rappeler. Je pense que beaucoup de philosophes, dont les grands positivistes d'Auguste Comte et tout ça, et Wittgenstein, ça, se rappellent qu'à la fin, l'amour, c'est con, mais c'est quand même la base du truc qui quand même rend la vie intéressante, ou voilà, qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue sur Terre. Et la morale aussi, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui fait du bien, ce qui fait du mal. Ce truc-là ne rentre pas du tout dans la science, n'a rien à voir avec la science, et a le droit d'exister de manière beaucoup plus importante que toutes les autres considérations qu'on pourrait avoir. Il y a ça, il y a le fait que la philosophie fait progresser la science, alors pas en étant de la philo, mais en amenant des questions dans certains domaines scientifiques qui n'existaient pas avant. Typiquement, sur la question qui est soulevée de savoir si manger de la viande, c'est éthique ou pas. Quand la philo pose cette question-là, elle donne envie à des chercheurs et des chercheuses de travailler sur des thématiques qu'il ou elle n'aurait pas abordées si la philosophie ne s'était pas emparée de ces questions-là. Donc c'est une autre façon de faire avancer la science, enfin, peut-être plus indirecte, mais qui existe quand même. Ouais, et puis c'est la grande phrase de Einstein, mettre le progrès technique dans la main de l'humanité, si elle n'est pas un peu sage, c'est comme mettre une hache dans la main d'un psychopathe, et que la sagesse viendra sûrement quand même un petit peu de la philosophie, sinon je vois pas trop d'où. Figurez-vous que vous avez quasiment résumé l'article Why Science Needs Philosophy, qui est publié en 2019 dans Proceedings of National Academy of Science of the USA, et qui est un article en fait d'opinion rédigé par plusieurs scientifiques qui essayent de mettre le doigt sur pourquoi est-ce que c'est important de faire de la philosophie lorsqu'on fait de la science. Et pour eux, l'intérêt de la philosophie, c'est de chercher à clarifier certains concepts, de critiquer certaines hypothèses ou méthodologies, d'arriver à de nouvelles idées ou de favoriser les échanges entre différentes disciplines. Donc l'article liste de nombreux exemples en immunologie, sciences cognitives, sciences de la théorie de la sélection naturelle, sur la définition du gène, sur la conception de l'inné ou encore du temps en physique. Bon, je vous laisserai aller le consulter, mais vous avez cité pas mal de choses très intéressantes, donc je vous propose de passer un peu à la suite, et notamment de se poser la question peut-être encore plus vaste que proposait aussi tout philosophe, c'est pourquoi se lancer dans l'activité scientifique? Alors, donc, depuis un an ou deux, je me pose des questions. Je ne me les pose pas seulement à moi-même, je les pose aussi à des collègues. Et tout particulièrement depuis plusieurs mois, 6 mois peut-être, je prends toute occasion de rencontrer des scientifiques, que ce soit dans des discussions publiques comme celle-ci ou en privé, pour soulever ces questions. En particulier, pourquoi faisons-nous de la recherche scientifique? Une question qui est pratiquement la même, peut-être à longue échéance du moins, que la question « allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Et la chose extraordinaire, c'est de voir à quel point mes collègues sont incapables de répondre à cette question. En fait, pour la plupart d'entre eux, simplement cette question est si étrange, si extraordinaire, qu'ils se refusent même de l'envisager. En tout cas, ils hésitent énormément à donner une réponse, quelle qu'elle soit. Alors, lorsqu'on parvient à arracher une réponse dans des discussions publiques ou privées, généralement, ce qu'on entend, c'est, par ordre de fréquence de réponse, la recherche scientifique, j'en fais parce que ça me fait bien plaisir, parce que j'y trouve certaines satisfactions intellectuelles. Et puis parfois, les gens disent, eh bien, je fais la recherche scientifique parce qu'il faut bien vivre, parce que je suis payé pour ça. Alors, nous venons d'entendre un extrait d'une conférence débat qui avait été organisée au CERN, donc l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire,
en 1972 qui était intitulé « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Alors, l'orateur est le mystérieux mathématicien Alexandre Grothendieck qui expose dans la suite sa réflexion sur les motivations des scientifiques et les sciences. Alors, la difficulté d'apporter une réponse à cette question en amène une autre. La science est-elle une activité comme une autre ? Le paradoxe qui pointe ici le bout de son nez est le suivant. Pourquoi est-ce si difficile de justifier l'intérêt de la pratique scientifique ? Où sont les idées de progrès, de quête de savoir et de connaissance ? Alors, y a-t-il un décalage entre l'idée que se fait la science du grand public et la pratique de la science par les scientifiques eux-mêmes et elles-mêmes ? Et est-ce que finalement, l'activité scientifique n'est pas une activité un peu paradoxale qui demande des compétences surhumaines qui ne sont pas à disposition du premier venu ou la première venue ? La science, toutes les sciences, au labo des savoirs. Les paradoxes, nous commençons à le comprendre, permettent aux scientifiques de prendre un peu de recul sur certains concepts clés de leur discipline. L'intérêt ne réside pas exclusivement dans le fait d'apporter une réponse aux problèmes posés, mais bien de réfléchir de façon plus générale à la portée du problème. Certains de ces problèmes vont même pouvoir alimenter des débats sur le fonctionnement même de la science. Nous allons maintenant explorer certains de ces aspects. Alors, quelques-uns des paradoxes évoqués précédemment se jouent de nos sens. Or, ces sens sont nos premiers instruments d'observation des phénomènes. Cela se complique d'autant plus lorsque l'on cherche à comprendre les sens d'une autre espèce, comme c'est le cas des expériences réalisées avec ou sur des animaux. Dans son livre « Penser comme un rat », la philosophe des sciences Vinciane Després rapporte l'expérience de Rosenthal. Ce monsieur propose à ses étudiants et étudiantes de réaliser un test avec 2 groupes de rats. Le premier regroupe des individus sélectionnés pour être très doués à sortir d'un labyrinthe. Le second est au contraire en grande difficulté face à cet exercice. Sans surprise, les jeunes scientifiques remarquent des bonnes performances du premier groupe face au labyrinthe à l'opposé du second. La contradiction repose ici sur le fait que ces 2 groupes proviennent de la même animalerie et n'ont suivi aucun entraînement. Les rats du premier groupe ont été probablement plus encouragés que le second, et ce du fait de leur présupposée qualité. Comment les rats ont-ils alors interprété cette interaction ? Cela questionne de façon plus générale la manière dont des êtres vivants peuvent interpréter un protocole expérimental. Les rats dont la perception du monde repose sur des sens bien différents n'ont probablement pas la même expérience du monde que nous. Ce que nous observons d'eux dans un labyrinthe est-il vraiment ce dont ils sont capables dans ce genre d'exercice ? Ou la réponse à une question qu'ils auraient eux-mêmes déterminée. On pourrait par exemple se dire que dans l'expérience précédente, le comportement du rat n'est pas dicté par la question « que faire sortir du labyrinthe ?», mais par cette question « quels sont les comportements encouragés par les expérimentateurs et expérimentatrices ?» Être neutre vis-à-vis de l'animal n'est pas forcément la bonne façon de résoudre le problème. Cette neutralité peut aussi faire l'objet d'interprétations de la part de l'animal qui ne seront pas prises en compte par les scientifiques. Selon Vinciane Després, adopter un comportement positif et encourageant pourrait être la clé pour faire se révéler l'animal. Mais cela pose une difficulté. Comment codifier cet encouragement dans les protocoles expérimentaux ? La neutralité a cet avantage qu'elle peut être facilement reproductible. Mais ce résultat reproductible coïncide-t-il avec la réalité ? Alors on est peut-être parti un peu loin, mais finalement on touche ici à un des paradoxes qui est qu'en science on cherche toujours à avoir un résultat reproductible pour pouvoir prouver sa véracité. Mais là finalement ce qu'on touche du doigt c'est que la reproductibilité n'est pas forcément synonyme de véracité. Alors revenons juste sur le champ des expérimentations humaines. Toujours dans son ouvrage Penser comme un rat, Vinciane Després évoque une expérience menée par Martin Horn, psychologue américain, pour tenter d'identifier, lors d'une session d'hypnose, les sujets simulants. Il va donc prendre un groupe test non hypnotisé et leur faire passer des épreuves très ennuyantes. Au bout de 5 heures, il perdit patience et stoppa l'expérience. Lorsqu'il demanda aux sujets pourquoi ces derniers avaient tenu aussi longtemps, ces derniers répondirent qu'ils pensaient passer un test d'endurance. Donc là encore, l'expérimentateur ou l'expérimentatrice observe-t-il ce qu'il souhaite observer, donc ce qu'il a défini avec son protocole expérimental, ou est-ce qu'il observe ce que les cobayes répondent à l'analyse du cadre expérimental ? Le paradoxe est lié au fait que quand on fait une expérience, on s'attend à ce que les personnes répondent d'une certaine façon, et donc on s'attend à observer un phénomène en lien avec ça. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, notre esprit n'est pas des plus efficaces dès lors qu'il s'agit de penser. Il excelle plutôt dans la création d'automatismes et d'habitudes. Dites-nous donc, Floriane Brémond, le fonctionnement de notre cerveau n'est-il pas un frein à l'activité scientifique ? Eh bien, peut-être. Si je vous demande quel est le but des sciences, vous me répondrez probablement qu'il s'agit d'acquérir de nouvelles connaissances. Certains ajouteront peut-être que ces connaissances doivent elles-mêmes servir un objectif comme résoudre la faim dans le monde, guérir le sida ou trouver une nouvelle énergie. D'autres s'opposeront à cette dernière affirmation en prenant l'exemple de recherches en physique quantique qui ont permis a posteriori l'invention des ordinateurs et des panneaux solaires. Dans tous les cas, mission ou non d'une étude, on en revient toujours à la recherche de connaissances. Nous considérerons ici une connaissance comme l'objet ou l'acte de se faire une représentation, de s'informer ou d'être informé de l'existence de quelque chose.
Autrement dit, la connaissance est l'idée formée par ces différentes activités. On distingue plusieurs types de connaissances. Celles sociales, culturelles, historiques, autobiographiques, etc., etc. Celles immédiates de notre environnement proche, qui passent par les sens notamment, et les connaissances scientifiques, qui sont les connaissances liées à un domaine d'études spécifique et qui désignent les savoirs obtenus par le biais d'une méthode d'étude et de recherche dans cette discipline. L'acquisition d'une connaissance au niveau d'un individu se passe essentiellement au niveau cérébral. Les processus impliqués sont encore à l'étude. Ce que l'on sait actuellement, c'est qu'il n'y a pas un, mais plusieurs processus en jeu. Le cerveau a recours de manière différenciée à un ou plusieurs de ces processus selon l'objet et le type de connaissance impliquée. Il fera aussi la différence selon l'environnement dans lequel le sujet se trouve au moment où il acquiert une connaissance. Est-ce qu'il est stressé ou détendu, au contact de personnes qu'il évalue fiables ou non, etc. La motivation du sujet va également jouer un rôle dans l'implication de processus plus ou moins nombreux et efficaces à court ou à moyen terme. Est-ce qu'il acquiert une connaissance pour la retenir ou pour l'utiliser momentanément? Est-ce qu'il est intéressé ou pas? Est-ce qu'il est disponible ou pas au moment où il y est confronté? Un dernier élément qui joue un rôle dans les processus impliqués est le moyen par lequel une connaissance est acquise. Celle-ci peut être activement transmise par une forme d'enseignement, elle peut résulter d'une imitation plus ou moins spontanée, elle peut aussi résulter de l'expérience, entendue ici comme la confrontation plus ou moins répétée à un événement, plutôt que comme le procédé expérimental scientifique. Dans tous les cas, le cerveau fonctionne comme un fainéant par excellence. C'est un spécialiste de l'économie d'énergie et du gain de temps. Par exemple, si la connaissance est acquise par le biais de l'enseignement, le cerveau va procéder à une évaluation rapide de la fiabilité de la personne qui enseigne plutôt qu'à l'évaluation des connaissances mêmes. Si la personne est jugée fiable et compétente, le même jugement sera appliqué aux connaissances transmises et l'individu les ingurgitera aisément comme un package. Si l'enseignant n'est pas jugé fiable, le cerveau appliquera ce jugement aux connaissances et aura tendance à les rejeter. Ce procédé permet à la fois un gain de temps et d'énergie. Il est en effet plus rapide d'évaluer un sujet humain que plusieurs connaissances séparées, dont on n'a par ailleurs pas toujours toutes les informations apportées pour les évaluer. Cependant, en procédant par package expéditif, une marge d'erreur non négligeable est possible. La totalité d'un contenu sera jugée d'un seul bloc plutôt qu'en nuances, quand il peut y avoir à la fois des éléments fiables ou d'autres moins fiables. Le charisme peut aussi jouer un rôle. L'approbation étant par exemple plus facilement donnée à une personne confiante et affirmée qu'à une autre plus timide. Les préjugés et stéréotypes impactent également sur ce jugement et ses implications. Des biais existent ainsi pour tous les procédés utilisés pour acquérir une connaissance. Dans le cas de l'expérience, l'individu aboutit à des connaissances par généralisation, exclusion, intuition, déduction ou raisonnement. Ces procédés permettent là encore de gagner du temps et d'économiser de l'énergie en évitant de lourds traitements cognitifs à répétition. Cependant, ces procédés possèdent eux aussi leurs facteurs et marges d'erreur. À partir de la rencontre avec quelques personnes possédant une caractéristique commune, le cerveau généralise et attribue à toutes les personnes présentant cette même caractéristique un ou plusieurs autres caractères rencontrés également chez ces premières personnes. Parfois, il n'y a même pas besoin de rencontre. Avec l'enseignement, le discours de quelques personnes évaluées fiables nous suffit à nous faire une opinion sur un groupe donné. C'est ainsi que se construisent des préjugés qui perdurent à travers le temps. Mais revenons à l'expérience. Dans ces raisonnements, l'être humain tend à confondre corrélation et causalité par exemple, ou à exclure une possibilité juste parce qu'il n'y a jamais été confronté. Je vais arrêter là la longue liste des divers processus d'acquisition de connaissances. Vous l'aurez compris, ces processus présentent un compromis entre précision et efficacité. Acquérir une connaissance doit le plus souvent se faire rapidement pour permettre l'adaptation rapide du sujet et optimiser ses chances de survie. Si je me brûle une fois avec un plat trop chaud, je n'aurai pas besoin de me brûler ensuite avec une tasse, puis une casserole, puis une plaque de cuisson, pour savoir que tous ces objets peuvent me brûler dès lors qu'ils sont eux aussi chauffés. Idem, quand des parents expliquent à leur enfant qu'il peut y avoir des chiens qui mordent parmi ceux rencontrés dans la rue, l'enfant qui a bien compris l'explication va cesser de foncer bêtement, papouiller le premier toutou venu, mais apprendre à demander au maître d'abord s'il peut caresser leur chien. Idem pour l'économie d'énergie. Elle aussi présente un intérêt pour la survie. Le cerveau est l'un des organes qui consomme le plus d'énergie. Diminuer sa consommation peut sembler anodin sur une tâche donnée, mais sur l'ensemble des tâches réalisées simultanément ou à l'échelle d'une journée entière, cela prend tout son sens. Cette optimisation des processus d'acquisition des connaissances présente donc des intérêts dans la vie quotidienne. Cependant, il laisse la place à une marge d'erreur non négligeable ainsi qu'à une grande variabilité. Souvenez-vous, en début de chronique, je vous ai listé différents facteurs qui influencent les processus impliqués dans l'acquisition de connaissances, tels le stress, l'envie, la disponibilité, l'environnement, etc.
Eh bien, une personne ne raisonnera pas de la même manière d'une situation à une autre, d'un moment à un autre, même avec des données apparemment similaires. On constate également que ce jugement est influencé de manière plus systématique par les valeurs et le caractère du sujet. Si une marge d'erreur et de variabilité plutôt large est acceptable au quotidien, elle ne l'est pas en sciences où on cherche à la minimiser, voire à la supprimer. C'est pour cela que des méthodes et des procédés spécifiques sont développés et mis en place pour éviter ces écueils et placer des garde-fous préventifs. Je ne rentrerai pas ici dans les détails, cela a déjà été fait lors d'une autre émission intitulée « Du questionnement au résultat, qu'est-ce qu'on appelle méthode scientifique ?» Ce qu'il faut retenir des méthodes scientifiques, c'est qu'à la différence des processus spontanés observés chez tout un chacun, elles sont coûteuses en énergie, demandent du temps et beaucoup de formation préalable. Elles diffèrent d'une discipline à l'autre, cependant elles possèdent elles aussi leurs intérêts et leurs inconvénients. Entre autres, elles ne permettent pas toujours de minimiser la marge d'erreur ni de supprimer toute la part de subjectivité des conclusions. Heureusement, on connaît de mieux en mieux ces différentes pièges et leurs parades. Les scientifiques ne travaillent pas seuls mais en équipe et l'ensemble de la communauté scientifique communique et s'évalue pour garantir la fiabilité des connaissances obtenues. Merci Floriane. Il va donc falloir qu'on s'entraîne un petit peu. Alors ne perdons pas de temps, je vous pose tout de suite un vrai ou faux. Alors certaines de ces réflexions sont tirées du livre d'Elena Pasquinelli, Du labo à l'école, sciences et apprentissage. Parfait, je ne l'ai pas lu. Ah Non, mais je peux pas tricher. Donc pas de surprise. Hein. Alors première situation, les enfants sont des scientifiques nés. Vrai ou faux? Faux. Moi, j'ai tendance à dire oui quand on voit comment ils peuvent explorer tout leur corps ou tout leur environnement, y compris des trucs assez surprenants quand même. Bah écoutez, ça tombe bien puisque la réponse c'est peut-être un peu entre les deux. Donc il y a un peu de ça. Il y a de nombreuses études qui arrivent à la conclusion que les enfants développent en fait des sortes de théories naïves en physique, en psychologie, en biologie, en matériaux et en économie. Alors tous ces travaux pourront être retrouvés à la lecture de la publication de Frank Cale, The Feasibility of Folk Science. Mais ici, est-ce que le terme de théorie est bien approprié? Puisqu'en fait, il s'agit plus précisément d'une accumulation d'observations qui tentent d'apporter un sens au monde qui entoure l'enfant. Mais ces théories sont souvent lacunaires. Donc grâce à Florian, on sait désormais tout sur la façon dont le cerveau peut apprendre. Alors ces réflexes sont parfois en décalage avec ce que font les scientifiques. Deuxième proposition. Il existe une maladie des prix Nobel. Vrai ou faux? Vrai, ils ont les chevilles qui gonflent. Attends, je viens de comprendre que c'était... Alors, cette maladie n'est pas vraiment étudiée dans les formations de médecine, mais elle est le constat d'observateurs et d'observatrices sceptiques du monde des sciences. Ils observent qu'une fois distingués par la prestigieuse récompense, certains scientifiques, et plus rarement certaines scientifiques, vu qu'il y a moins de femmes qui ont le prix Nobel, ont tendance à légitimer des concepts qui sortent un petit peu de leur domaine de compétences. L'un des plus efficaces dans ce domaine, ça a été Nicolas Steenbergen, ornithologue néerlandais récompensé en 1973 pour ses travaux fondateurs de l'éthologie. Et durant son discours de réception du prix, il propose une explication de quoi, à votre avis? J'ai la réponse sous les yeux. Ah. J'essaye de ne pas les regarder. La réponse est l'autisme, donc l'origine de l'autisme. Donc cette maladie, c'est un peu un pendant de l'effet Dunning-Kruger qui affirme que celles et ceux qui en savent le moins sur un sujet ont une probabilité plus forte de surestimer leur expertise. Le labo des savoirs ne risque-t-il pas lui aussi de partir en vrille avec la popularité? Il paraît que nous sommes les prochains sur la liste puisque la rumeur affirme qu'un flyer de propagande de Raël est affiché dans le local. Dernière proposition. Les maths sont bonnes pour la santé. Mais oui. Alors en effet, ça dépend de la santé de qui on parle, mais la santé des scientifiques, c'est plutôt quelque chose qu'il faut préserver. Sans équation à disposition, il aurait fallu probablement des énoncés bien plus longs pour tout retenir, notamment certaines lois physiques. Les mathématiques, associées à bien d'autres démarches, permettent de construire différents échafaudages qui permettent aux scientifiques de composer avec leurs ressources cognitives. Sur ce sujet, Maxime Labatte, notre amoureux des mathématiques, ne pouvait pas ne pas évoquer le doux paradoxe des mathématiques. Manipuler l'abstraction pour saisir la réalité. C'est à vous. Alors, gros problème en mathématiques. Je ne vais pas rentrer dans la liste des paradoxes qui surgissent dans les raisonnements logiques des mathématiques parce qu'elles sont innombrables. Je voudrais vous parler d'une question qui, moi, personnellement, me taraude depuis extrêmement longtemps sur la nature même des sciences et des mathématiques. C'est que les mathématiques, je pense que tout le monde autour de la table sera d'accord avec ça, elles sont vraies. C'est vrai de vrai. C'est vrai de vrai maintenant, c'est vrai de vrai avant. À partir du moment où le truc a été démontré, on peut avoir 1000 manières de le démontrer. On peut aller à l'autre bout de l'univers, on peut avoir le cerveau d'un poulpe ou celui d'un être humain. On retombera sur les vérités mathématiques inéductables. Et pourtant, les objets mathématiques dont on parle n'existent pas dans la vraie vie du vrai monde. Voilà. Ce qui est quand même très dérangeant d'avoir le seul truc qu'on est vraiment sûr de vrai n'existe pas.
c'est quand même un énorme problème. Quand même. Pour vous donner un exemple, hein, si vous ne vous représentez pas tellement ce dont je suis en train de parler, prenez le cercle, un cercle parfait, par exemple. Eh bien, ça n'existe pas. Absolument parfait. Vous pouvez voir des cercles dans les yeux des gens qui sont en face de vous. Vous pouvez en voir un dans le ciel quand vous regardez le soleil. Vous pouvez voir des cercles, énormément de cercles partout autour de vous. Mais si on le regarde à une échelle atomique, bien sûr, il a un petit pépin quelque part. Il n'est pas exactement circulaire. Il est un peu ovale. Il n'est jamais parfaitement circulaire. Et où est le problème? C'est que pi, le nombre pi, qui est associé donc au périmètre du cercle, est un nombre infiniment précis, qui a un nombre de décimales infiniment précis. Donc c'est un objet qui sert à calculer la perfection d'un cercle, qui pourtant n'existe pas dans la réalité. C'est quand même un énorme problème. De plus que ce cercle, par contre, on l'a tous dans notre tête. Si on l'imagine, c'est un des objets les plus simples qu'on peut imaginer, c'est prendre tous les points qui sont à la même distance d'un point fixe. C'est un objet extrêmement simple. On est sûr d'avoir tous exactement le même dans notre tête, et pourtant dans le monde réel, il n'existe pas. Là où c'est terrible, c'est que cet objet conceptuel qui nous donne pi nous donne un nombre qui est donc infiniment précis et qui revient partout en physique et qui arrive à décrire un nombre absolument incroyable de phénomènes. Dès qu'un phénomène est cyclique, pi arrive. Pi n'est pas une invention, c'est toute une autre discussion qu'on pourrait avoir sur les mathématiques. Est-ce qu'on a inventé pi ou est-ce qu'on a découvert pi qui existe, lui, dans le réel? Donc vous voyez un petit peu le désarroi dans lequel ça me met dans le rapport aux mathématiques. C'est une espèce de science ailleurs, à part des autres sciences, et pourtant c'est celle qui d'une certaine manière permet d'être prédictible. Plus une science est mathématisée, plus elle va pouvoir être prédictible. Pour faire des blagues aux physiciens, on dit que la seule vraie élément de science qui s'utilise, à part les quelques expériences peu approximatives dont ils se servent, c'est les mathématiques. La fierté d'une science, souvent de la scientificité, vient de la quantité de mathématiques qu'on arrive à lui injecter dedans. Ce qui est terrible, c'est que ces paradoxes sortent de manière très rapide dès qu'on touche à l'infini, et on en a pas mal parlé dans cette émission. Je vous en donne un petit, par exemple, on peut très facilement démontrer qu'il y a autant de points dans un segment que dans une droite. C'est quand même assez emmerdant, parce qu'en fait, il y en a une infinité dans les deux et à peu près le même infini. Quand je vous dis que c'est problématique, dès qu'on rentre vraiment dans le cœur des objets mathématiques, l'autre question qu'on peut se poser, du coup, c'est où existent les mathématiques? Est-ce qu'elles existent dans notre tête ou est-ce qu'elles existent dans le monde? Et on peut se demander pourquoi les maths, si elles existent dans notre tête, sont-elles si efficaces à décrire le monde? Pour finir cette petite chronique, je voudrais vous prendre une métaphore qui est attribuée à Einstein. Ce qu'on fait en science, c'est comme regarder le cadran d'une montre et essayer de décrire comment le mécanisme qui est caché dans la montre, qu'on ne peut pas ouvrir, fait pour faire tourner les aiguilles. Et donc nous, la seule chose qu'on voit, c'est les aiguilles qui tournent. On peut remonter le petit machin pour remonter les aiguilles. On peut la secouer, voir que ça la décale. On peut faire plein d'expériences dessus pour essayer de déduire quel est le mécanisme qui est caché à l'intérieur. Et vous imaginez bien que nous, dans le monde réel, de maintenant des montres, il y a plein de mécanismes différents qui existent et qui pourtant font plus ou moins le même effet sur les aiguilles qui sont en train de tourner. Donc si ça se trouve, tout l'attirail mathématique qu'on a déployé pour décrire le monde physique est un peu fait de rouages comme ça, alors qu'en fait c'est quelque chose qui fonctionne presque de la même manière, mais avec des balanciers à eau. Un autre truc complètement différent, mais qui d'une certaine manière est un phénomène qui est plus ou moins foutu pareil. En mathématiques, ça existe très très souvent. On crée un concept quelque part et puis finalement on se rend compte qu'il sert, mais complètement ailleurs, d'une autre manière. C'est un des énormes problèmes qui me taraudera toute ma vie, ce paradoxe. Où se trouvent les mathématiques? Pourquoi répondent-elles au réel? Est-ce que c'est une affabulation, un fantasme, une espèce de truc psychédélique qui émane de notre esprit? La science dans tous ses états au Labo des Savoirs. Qu'il s'agisse de cubes improbables, d'Achille et sa rivale à carapace ou des aliens qui nous ignorent, tous ces paradoxes ont le même intérêt pour les scientifiques: causer la discussion, redéfinir les termes, réfléchir à l'importance de tel axiome ou de telle hypothèse, confronter les points de vue à travers les époques et les continents. Loin de décrédibiliser l'activité scientifique, il s'agit de l'enrichir en mettant le doigt sur certaines zones d'ombre ou certaines limites qui ont été trop rapidement tranchées. Dans une citation probablement apocryphe, Romain Gary aurait dit « Le paradoxe de la science est qu'il n'y a qu'une seule réponse à ses méfaits et à ses périls, encore plus de science. » Et si c'était ça, finalement, ce qu'il fallait retenir de ce bref voyage au pays des paradoxes?
Nos cerveaux sont limités, nos sens biaisés. La science ne peut pas se reposer sur le travail de quelques supposés génies. 2 solutions. Tout arrêter ou faciliter la mise en réseau d'une quantité formidable de cerveaux afin de mettre en place différents échafaudages venant à surmonter ces obstacles. Merci à Sophie Potvin, Dounia 16, Maxime Labatte, Agathe Petit, Florent Brémond pour leurs éclairages sur le sujet. On se retrouve la semaine prochaine ou dès maintenant sur le www.labodesavoirs.fr.